Bonjour à tous. Avant de commencer, bien entendu, je tiens à exprimer mes très chaleureux remerciements au président de l'Association des rhumatologues de Marrakech, le docteur Moustapha Manès, pour sa très aimable invitation. Et évidemment, elle est formulée de façon tellement gentille et conviviale qu'on ne peut en aucun cas refuser. Et on ne peut en aucun cas, bien entendu, refuser le plaisir de retrouver mes amis de toujours, les collègues et amis, et puis aussi tous les visages que je connais et que je connais moins bien, et tous les nouveaux qui arrivent, et retrouver ensemble le plaisir du présentiel dont nous a privé la pandémie. Et je crois qu'on a toute raison d'en profiter encore plus, étant donné les circonstances qui secouent le monde aujourd'hui. Je crois que chaque jour où nous pouvons nous retrouver et faire l'éloge de la rencontre et de l'amitié sont des jours à prendre. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait, donc profitons-en. Et vraiment, je souhaite plein succès, mais je pense que le succès est déjà là. La salle est déjà pleine au printemps de Marrakech. Et cette belle ville et ses habitants, avec leur sourire et leur chaleur humaine, ne font évidemment que nous rendre encore plus heureux de partager cet après-midi aujourd'hui. Et si vous voulez bien, mes collègues et amis de toujours m'ont donné le privilège de commencer la modération de cet après-midi. C'est donc sans tarder que nous allons écouter avec beaucoup de plaisir quelqu'un dont les travaux et dont la renommée est connue dans tout ce qui est métabolisme, dans tout ce qui est calcium, vitamine D, dont on n'arrête pas d'écouter et de suivre les écrits, de suivre les recommandations, les plus anciennes, les plus récentes, les plus belles. Et vraiment, je crois qu'il faut le remercier encore 1000 fois aujourd'hui d'avoir pris l'avion pour venir nous retrouver. Et c'est avec un immense plaisir que nous recevons le professeur Fardelon, qui va répondre à une question que nous nous posons très souvent en pratique: quand arrêter un traitement de l'ostéoporose, et peut-être plus particulièrement de façon internationale, mais peut-être aussi de façon plus particulière dans notre pays. Merci beaucoup, professeur Fardelon. Nous sommes très heureux de vous recevoir et de vous écouter. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, chers amis, chers confrères, je vous remercie de m'avoir invité pour ce premier printemps, moi qui suis à l'automne de ma carrière. Je remercie tout particulièrement le docteur Manès qui a veillé sur moi comme un ange gardien depuis que je suis parti de chez moi dans le nord de la France, où nous avons eu 2 jours de soleil alors que vous avez eu 2 jours de pluie. On pourrait faire quelques autres échanges dans d'autres domaines. En tout cas, merci de m'inviter dans votre beau pays où il y a des gens charmants, où l'hospitalité est proverbiale. Il n'y a qu'un seul inconvénient, hein. C'est que depuis hier, j'ai pris 2 kilos déjà. C'est terrible. Et donc, je vais vous parler d'ostéoporose. Ça fait maintenant presque 40 ans que je me bats et que je me débat dans ce combat qui, malheureusement, ne semble pas gagner d'avance, puisque chaque année, on voit qu'on perd un peu de terrain. Il y a de moins en moins de patients qui sont traités, de moins en moins de patientes qui ont des densitométries et autres bilans. Il y a beaucoup d'explications pour cet état de fait, mais je suis content que vous ayez mis en avant l'ostéoporose comme domaine privilégié, puisque nous parlons en premier de ce domaine-là. Et je vais essayer de traiter les 2 sujets de façon très pratique et pragmatique. Alors, à la question que m'a posée votre comité, quand arrêter le traitement, je répondrai: peut-être peut-on voir la chose comme combien de temps traiter les patientes et les patients. Alors, je vais prendre ça. OK. Je crois que j'ai compris comment ça marchait. Donc là, il faut aller sur le mode... Ouais, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par le traditionnel conflit d'intérêts. Voilà. Bon, ils ne sont pas très nombreux, ce qui est un peu triste hein, quand on est en fin de carrière. Alors, comme tout médecin qui s'intéresse à l'ostéoporose, devant une patiente ou un patient qui nous pose la problématique, il y a 3 questions qu'on se pose tous. D'abord, c'est: est-ce que je dois vraiment traiter cette personne ? Bien entendu, en plus de satisfaire ses besoins en calcium et ses besoins en vitamine D. Est-ce que je dois véritablement introduire une molécule spécifique ? La deuxième question, c'est: avec quel médicament je vais la traiter ou je vais le traiter ? Et puis enfin, la question que je vais traiter aujourd'hui, c'est combien de temps et comment je surveille ? Alors,
À la question « dois-je traiter ?», il y a eu de gros efforts de simplification qui ont été faits, notamment par des sociétés savantes, comme celle à laquelle j'appartiens, qui est le groupement de recherche et d'information sur les ostéoporoses, parce qu'on s'est aperçu que les médecins traitants, qui sont pour la plupart qui sont les grands prescripteurs de traitements anti-ostéoporotiques, eh bien, s'arrêtaient souvent avec le stylo parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors, on a décidé de simplifier au maximum. Pour cela, on a un tableau qui devrait figurer dans tous les cabinets où vous avez 2 entrées. Il y a le type de fracture en haut, il y a la densitométrie avec le T-score à gauche, et vous avez la réponse dans les cases du milieu. Alors, en ce qui concerne le statut fracturaire, on distingue 3 situations. La fracture sévère, c'est-à-dire que votre patiente a fait une fracture pour laquelle on sait, de par les études épidémiologiques, qu'elle s'associe à une réduction de l'espérance de vie. C'est la vertèbre, le bassin, le fémur. Vous avez les fractures non sévères, dont une des plus fréquentes est le poignet, et puis pas de fracture. Et pour ce qui est des lignes, ce sont les T-scores. Grosso modo, si je veux résumer ça, puisque ce n'est pas le cœur du sujet, quand vous n'avez pas de fracture, à -3, on traite. Quand vous avez une fracture minime comme le poignet, à -2, on traite. Quand vous avez une fracture sévère, à -1, on traite. Et quand vous ne savez pas quoi faire, vous calculez le frax en vous branchant sur le portail de cet outil qui est mis gracieusement à disposition par l'Organisation mondiale de la santé sous l'égide de l'Université de Sheffield et de John Canis. Et là, vous calculez le pourcentage qu'a votre patiente ou votre patient de faire une fracture sévère dans les 10 ans. Et vous comparez ça à une courbe de référence. Et en fonction de l'âge, si votre probabilité est supérieure à celle d'une femme qui a déjà fracturé, vous allez traiter. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. C'est relativement simple. Grâce à ce tableau, ça permet de répondre à la plupart des situations. Après, avec quoi on va traiter ? Ça dépend des panoplies dont on dispose dans chaque pays. Alors bien sûr, j'ai pris la situation française, et même, ce n'est pas tout à fait la situation française, parce qu'à cette époque-là, quand j'ai fait la diapo, c'était il y a plus d'1 semaine, et j'avais une vision optimiste des choses, puisque la dernière ligne, le romosozumab, Evenity, qui est l'anticorps antisclérostine, ne sera pas à disposition de nos patientes, puisque le laboratoire et le gouvernement français ne se sont pas mis d'accord sur le prix. Du coup, on n'aura pas ce médicament-là, dommage. Alors, bien sûr, on a les bisphosphonates oraux, le bisphosphonate injectable. On a un SERM, qui est le raloxifène. On va voir peut-être dans ma deuxième intervention sa place. La parathormone, l'antirancligant, qui est le denosumab, un anticorps monoclonal que vous connaissez bien. Ces médicaments-là se font donc par voie orale pour les premiers, par voie injectable pour les derniers. Et le choix de ces médicaments-là, eh bien, il va dépendre d'abord des contre-indications. Vous n'allez pas donner, par exemple, un bisphosphonate à quelqu'un qui a une insuffisance rénale. Vous n'allez pas donner du tériparatide à quelqu'un qui a un antécédent de cancer ou de radiothérapie. Vous n'allez pas donner un SERM, le raloxifène, à quelqu'un qui a surtout une ostéoporose périphérique ou qui est plus âgé que 65 ans. Donc on raisonne comme ça, on élimine d'abord ce qu'on ne peut pas donner, et après, à la suite d'une fructueuse négociation avec le ou la patiente, on va choisir le médicament qui lui convient le plus, parce que le gros obstacle qui suit, et c'est là que j'aborde la troisième partie, c'est l'adhésion au traitement. L'adhésion au traitement a une double composante. C'est d'une part le fait de bien prendre correctement son médicament. Pour un bisphosphonate oral, c'est le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner, etc. Sauf pour l'Actonel 35 gastro-résistant. Et c'est la persistance. Et la persistance, elle est malheureusement mauvaise. D'ailleurs, elle est mauvaise pour toutes les maladies chroniques, que ce soit l'hypertension artérielle, que ce soit l'épilepsie. L'ostéoporose ne fait pas exception. On sait qu'au bout d'1 an, entre un patient sur 2, voire 2 patients sur 3, vont arrêter leur traitement pour différentes raisons. Par lassitude, parce qu'ils ne sont pas motivés, parce qu'on leur a mal expliqué l'intérêt, l'enjeu. Donc la persistance est très importante. Et à la question combien de temps je vais traiter, c'est combien de temps je vais convaincre la patiente qu'il faut qu'elle soit traitée. Alors, on va voir ça plus précisément. Déjà, donc, vous décidez d'instaurer un traitement spécifique. Vous avez satisfait les apports en calcium, vous avez vérifié le statut en vitamine D. Donc, attention à la persistance.
Tout au long du suivi, vous vérifierez bien les conditions de prise. Il n'y a pas plus de 5 jours, je vois une patiente qui était vraiment consciencieuse, même presque maniaque, et qui à la fin me dit « Ah oui, je prends mon bisphosphonate avec un grand verre d'eau. » Alors c'était de la Courmayeur. Alors la Courmayeur, c'est 600 mg de calcium par litre, ce qui fait que dans son estomac et dans son intestin, le médicament se mélangeait avec le calcium de cette eau minérale très riche en calcium et formait une sorte de chewing-gum qui n'était pas absorbé, ce qui expliquait d'ailleurs les résultats très très mauvais de ces densitométries. Et plus tard, je dirais que comme la perte d'adhésion se fait essentiellement dans les 6 premiers mois, il faut absolument que vous revoyiez vos patientes ou patients dans les 6 prochains mois. C'est ce que j'appelle la consultation de fidélisation, pour vérifier bien que la patiente continue d'être traitée et qu'elle prend bien ses médicaments. Plus tard, après, eh bien, il y a une échéance qui survient à peu près tous les 2 ans, qui va comporter bien sûr un examen clinique. L'examen clinique est primordial. Il va interroger sur l'apparition éventuelle de nouveaux facteurs de risque, sur pourquoi pas la survenue de fractures. Il va nécessiter la mesure de la taille, parce que, comme vous le savez, 2 fractures vertébrales sur 3 surviennent à bas bruit et ne sont pas véritablement dépistées, donc diagnostiquées. Donc vous mesurez vos patientes à chaque fois que vous les voyez. Et si vous avez une perte de taille de plus de 2,5 cm, attention, ça veut peut-être dire qu'il y a des fractures vertébrales qui sont passées inaperçues, avec des vertèbres qui se cunéisent. Et ça veut dire aussi que le traitement n'est peut-être pas efficace, qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule. Vous faites la densitométrie, bien sûr, sur une machine de même marque, parce qu'il faut avoir la même population de référence. Et vous vérifiez non pas l'évolution du T-score cette fois-ci, mais l'évolution de la valeur absolue en grammes par centimètre carré. Il faut que cette variation soit supérieure à l'erreur de mesure, à l'erreur liée à la machine, au repositionnement, pour pouvoir dire qu'elle est cliniquement significative. Alors quel est cet intervalle? Il est de 0,03, c'est-à-dire 30 mg pour 1 cm². C'est la valeur qu'on doit excéder pour dire oui, véritablement, j'ai un gain, voire j'ai une perte osseuse qui est significative. Alors la durée du traitement, elle va dépendre au cours de l'évolution de la survenue d'une éventuelle fracture, bien sûr, de l'apparition de nouveaux facteurs de risque, etc. Si je veux simplifier, je vais avoir une cible dont je vais parler plus tard, parce que ceux qui s'intéressent à l'ostéoporose sont très très jaloux de ceux qui font de l'inflammatoire. Dans l'inflammatoire, on a le treat to target avec le DAS, etc. On a le tight control, toutes choses qu'on n'a pas vraiment dans l'ostéoporose. Alors on s'est inventé des choses. On a inventé une cible, et la cible, elle est densitométrique. Je vais en reparler. Grosso modo, s'il faut simplifier encore, je dirais que s'il n'y a pas d'événements nouveaux qui apparaissent sous l'évolution, une fracture non sévère, poignet par exemple, c'est 5 ans de traitement. Une fracture sévère, c'est 10 ans de traitement. Alors l'objectif, la cible densitométrique, c'est quoi? C'est la valeur pour laquelle je vais décider que finalement mon risque est devenu minime et que je vais pouvoir arrêter mon traitement. Alors bien sûr, il y a un objectif minimal, c'est je n'ai pas perdu d'os, parce que les effets bénéfiques de votre traitement excèdent ce que va vous montrer la densitométrie. C'est-à-dire qu'on a un effet plus positif que ce que la densitométrie montre, parce qu'on a une action également sur la microarchitecture que la densitométrie ne permet pas d'appréhender. Hein, on n'a que la quantité d'os. Donc, on va déjà s'assurer qu'on ne perd pas d'os, donc on ne va pas avoir une perte osseuse qui sera supérieure ou égale à 0,03 g par centimètre carré. Si j'ai une perte osseuse importante dès le départ, au fémur, eh bien, c'est sur le fémur que je vais me fixer pour avoir une cible, parce qu'au rachis, il y a trop de... Par exemple, vous avez les ostéophytes qui vont apparaître avec l'âge, qui vont vous rassurer un petit peu anormalement. Donc, on va se dire que, bien au fémur, je vais atteindre la cible au moins de moins 2,5 ou mieux de moins 2. Mais vous allez me dire,
il y a la moitié de ces femmes que vous allez traiter qui ont déjà des valeurs supérieures à -2 ou -2,5. Effectivement, c'est le fruit de ce qu'on a connu grâce aux enquêtes internationales. C'est pour ça que je dis il faut encore simplifier. Chez ces femmes-là, si elles ont une fracture sévère, c'est 10 ans. Si elles ont une fracture non sévère, c'est 5 ans. La réduction du risque de faire une refracture ou une première fracture, si vous avez traité des femmes qui ont simplement une ostéoporose densitométrique, eh bien, elle est véritablement corrélée au gain de masse osseuse. C'est ce que montre cette grosse méta-analyse. Il y a près de 100 000 patients qui vont avoir bénéficié de traitements très différents que vous voyez en bas à gauche. C'est aussi bien de la landronate que du raloxifène, en passant par de l'acide zolédronique, voire du dénosumab ou du tériparatide. Et c'est autant de points de couleurs différentes. Mais ce qu'on voit, c'est que la diminution du risque, elle est significative en fonction de la DMO pour tous les sites de fracture, que ce soit vertébrale, non vertébrale ou bien de la hanche. Et cette amélioration de la densité minérale osseuse, elle explique plus de la moitié du gain et de la baisse du risque de faire des fractures nouvelles. Est-ce qu'il y a une place pour les marqueurs du remodelage osseux? Vous savez que les marqueurs du remodelage osseux, c'est bien pratique, c'est une prise de sang. Il y a des marqueurs du remodelage osseux qui vont témoigner de la résorption osseuse, comme le CTX sérique, d'autres qui vont témoigner de la formation osseuse, comme les phosphatases alcalines osseuses. Eh bien, où est-ce qu'ils ont un intérêt? Ça peut être, par exemple, pour les antirésorbants, comme les bisphosphonates ou le dénosumab, de faire un dosage des marqueurs de la résorption au 6e mois. Ça vous permet quoi? De vérifier que le traitement marche et de vérifier que le ou la patiente le prend bien. Ensuite, si les CTX restent élevés sous traitement, le problème commence à ce moment-là. Et ça peut vouloir dire que les conditions de prise ne sont pas idéales. Ça veut dire que la personne qui prend le bisphosphonate oral ne le prend pas bien à jeun ou l'oublie. Il suffit de l'oublier une fois sur 5 et c'est comme si la personne avait pris un placebo. Donc ça va très très vite. La frange, elle est très très mince. Donc là, il va falloir changer de traitement. Et quand vous avez un échec avec les traitements bisphosphonates oraux, qui sont les plus prescrits, il vaut mieux passer à une voie injectable, quelle qu'elle soit. Alors maintenant, quand est-ce qu'on va arrêter ce traitement? J'ai simplifié à l'extrême, j'ai dit 5 ans pour une fracture non sévère, 10 ans pour une fracture sévère. Mais une fois que le traitement est arrêté, eh bien, le problème n'est pas terminé, parce que l'ostéoporose, c'est une maladie à vie, en fait. Et vous arrêtez le traitement, eh bien, il faudra surveiller quand même vos patients et vos patientes, parce qu'ils vont continuer de vieillir. Ça, c'est un facteur de risque que vous ne pouvez pas maîtriser. Et ils vont continuer de perdre de l'os. Alors, pour être sûr qu'on puisse arrêter le traitement avant 10 ans, à 10 ans, on est obligé d'arrêter le traitement, sauf cas exceptionnel, parce qu'on n'a pas de données sur des traitements excédant les 10 années. Donc, c'est un avis d'expert qui dira tant pis, je vais continuer quand même, je vais changer de traitement. Mais si vous voulez, entre 5 et 10 ans, les conditions qui vont permettre un arrêt du traitement, c'est que je n'ai pas eu de nouvelles fractures, je n'ai pas de nouveaux facteurs de risque, comme par exemple l'introduction d'une corticothérapie. Je n'ai pas eu de perte significative d'os à tous les sites, c'est-à-dire une diminution de plus de 0,03 grammes par centimètre carré. Et j'ai un T-score fémoral qui a dépassé le seuil fatidique de moins 2,5. Et puis, ça ne m'empêchera pas, si j'ai acquis tous ces facteurs bénéfiques, de vérifier par la suite, tous les 2 ans, la densitométrie. Si j'arrête, c'est que je me mets dans la situation classique de ce qu'on appelle les vacances osseuses, bone holidays. Mais, comme je le disais précédemment, dès que vous arrêtez le traitement, vous allez avoir une perte osseuse qui va se manifester avec une pente plus ou moins importante. Ça dépend aussi du médicament qui est engagé. On va voir tout à l'heure qu'avec le dénosumab, la perte osseuse, elle est immédiate après l'arrêt du traitement. Avec le zolédronate, il semble qu'il y a une efficacité du zolédronate qui perdure pendant 3 ans après la dernière injection. Donc, il y a une rémanence osseuse qui est intéressante. En tout cas, le risque de fracture augmente après l'arrêt des traitements par les bisphosphonates. Et comme vous le voyez sur ce tableau, à gauche, vous avez le risque relatif, le hazard ratio, qui va augmenter progressivement
avec la durée de l'arrêt, ce que vous pouvez voir également sur les courbes de droite, où vous avez deux bras, un bras qui va continuer d'être traité, qui perdra quand même de l'os, hein, parce que on vieillit, et puis celui qui a bénéficié des vacances osseuses, qui va perdre beaucoup plus vite. Donc il faudra toujours monitorer, toujours surveiller cliniquement et densitométriquement vos patientes. Parlons du cas que j'ai déjà évoqué, du dénosumab. Le dénosumab, c'est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre le rank ligand, qui n'a pas de rémanence osseuse. Ça ne se fixe pas, contrairement au bisphosphonate, sur la matrice osseuse. Donc dès que vous l'arrêtez, il n'y a plus d'effet. Dans l'étude Freedom, qui a été l'étude pivot permettant de montrer son efficacité, vous avez eu un traitement qui a duré jusqu'à 8 ans. Et pendant ces 8 ans, il y a eu une augmentation constante de la densité minérale osseuse. C'est le seul médicament qui permet une augmentation constante de la densité minérale osseuse tant que vous le donnez. Si vous le donnez 20 ans, ça va continuer de monter. Hein, alors qu'avec des bisphosphonates, au bout de 3 ans, vous avez une forme de plateau qui s'installe. Donc à gauche, vous avez ce qui se passe au rachis lombaire, à droite, à la hanche totale. Dans les deux cas, dans les deux situations, pour les deux sites, quand on arrête, bande grise, vous avez une chute qui est très rapide de la densité minérale osseuse, qui s'accompagne d'un rebond du risque de fracture vertébrale, qui n'est pas négligeable, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas anticipé avant l'instauration de cette étude, et qui est de l'ordre de 10%, c'est-à-dire qu'une femme sur 10, à l'arrêt du dénosumab, si vous ne faites rien, va présenter au moins une fracture vertébrale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut un relais d'environ 1 à 2 ans, avec un antirésorbant. En général, c'est un bisphosphonate. Si possible, c'est du zoledronate, mais pourquoi pas un bisphosphonate oral, ou alors du dénosumab si on est dans les conditions de remboursement. Et c'est le seul moyen de prévenir ce phénomène de rebond qui est lié simplement à l'arrêt du traitement. Alors, quand est-ce qu'on va le donner ? Puisque votre dénosumab va fonctionner pendant les 6 mois, on va attendre 6 mois et on va commencer le nouveau traitement antirésorbant au terme de ces 6 mois. Il y a par ailleurs, puisque là on est dans une séquence thérapeutique, d'autres séquences thérapeutiques que vous connaissez bien. Avec le tiriparatide, comme vous le savez, on peut le prescrire pendant 18 mois, voire 2 ans. C'est une question de remboursement dans certains pays. Pas plus parce qu'on a peur avec ce médicament de susciter des ostéosarcomes, comme ça avait été le cas dans les études chez l'animal, notamment chez des rats qui présentaient spontanément des cancers osseux. Donc le tériparatide, c'est une fois dans la vie, c'est 18 mois ou 2 ans, et ça doit toujours être suivi d'un traitement antirésorbant, parce que sinon, l'os que vous avez accumulé chèrement pendant ces quelques mois, eh bien, vous allez le perdre en 6 mois. Donc, on fait suivre le traitement par le tériparatide par un bisphosphonate ou du dénosumab pendant 1 an, voire 2 dans certaines situations. Et puis, on doit encore monitorer par la densitométrie pour savoir. Voilà. Je vais arrêter mon propos ici. Je vous remercie de votre attention et je crois qu'il y a une discussion globale un peu plus tard. Merci beaucoup.